with that, Pierre Poilievre, the federal Conservative leader, delivers his speech to the delegates gathered here in Calgary for the 2026 Conservative National Convention. You're watching special coverage here on CPAC, a speech which arguably is the centerpiece of this gathering in Alberta, a speech that will then lead delegates to vote yay or nay on Poilievre's continued leadership of the party. Hello, everyone. Thank you for joining us as CPAC continues our special coverage of the event here for you tonight. We began yesterday. We'll continue tomorrow. But again, that was Pierre Poilievre. I'm Michael Serapio. Ici Marc-André Cossette. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. And joining us this evening on the stage as we talk about what we just heard are Nick Taylor-Vasey, Ottawa Bureau Chief for Politico, and beside him, Guillaume Saint-Pierre, Ottawa Bureau Chief for Le Journal de Montréal et Le Journal du Québec. Welcome to both of you. Thank you for being here. You know, I'll start off the conversation, if you'll allow me, because as that speech was starting, we're all listening for what are the key messages, because the debate going into Calgary was whether or not Pierre Poilievre would be signaling something in this speech that would perhaps appeal to Canadians who did not vote for the Conservative Party. We know that he has strong support amongst the Conservative base. He doesn't have such strong support outside of that base with other Canadians. So what is the key message? Would he be reaching out? And really, through the majority of that speech, Marc-André, it was what we have heard from Pierre Poilievre since the 2025 campaign. Oui, justement, Michael, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point ce discours, c'est un discours que M. Poilievre aurait pu livrer justement en avril 2025 lors des dernières élections fédérales. Vous savez, vous l'entendez maintenant, Don't Stop Believing par Journey, il a fait son entrée sur cette chanson. J'ai l'impression qu'on a un peu eu droit justement au plus grand succès, au Greatest Hits de Pierre Poilievre tout au long du discours, que ce soit cette idée de la rupture du contrat social, la veine populiste où il se veut le défenseur des Canadiens ordinaires, cette idée qu'on doit rester fidèle aux principes conservateurs. Vraiment, on a vraiment l'impression qu'il défend les politiques qu'il a mis de l'avant en avril 2025, qu'elles sont toujours les bonnes priorités et qu'on doit tout simplement poursuivre sur la même voie et qu'il y aura peut-être un résultat différent. Nick, what's your takeaway of this? Anytime anybody has ever looked for Pierre Poilievre to pivot substantially from his message, and this is going back to his leadership race in 2022, it even stretches back to his time as a teenager here in Calgary. He doesn't respond well to the notion of a pivot. Usually are disappointed if that's what you're looking for. It's not what he promises. He spoke tonight about issues that poll well among a broad set of Canadians, affordability issues, things of a cost of living. That hasn't changed much since the 25 election. He spoke about stronger national defense. He spoke against cancel culture, these cultural issues, popular in this room, popular among conservatives more broadly. But if the question is, was he going to name Donald Trump boldly as a foil for Canada, speak very strongly about Canadian sovereignty in a novel way? That wasn't going to be what he delivered tonight. En même temps, Guillaume, ce message est clairement, c'est un message pour la base conservatrice qui doit maintenant se rendre et se prononcer sur le leadership de Pierre Poilievre. Exactement. Je pense pas que c'est un discours qui va passer à l'histoire. Je pense pas que c'est un discours qui était très novateur. Mais en même temps, je note quand même s'il a joué tous les Greatest Hits, etc., qu'il y avait quand même un petit changement de ton. C'était moins vindicatif. Le Canada n'est plus nécessairement brisé. Il s'est beaucoup adressé à la jeunesse. Il a beaucoup parlé de l'espoir, etc. Donc, il n'y a peut-être pas un pivot. Évidemment, c'est Pierre Poilievre. On ne s'attend pas à un pivot. Mais il y a peut-être une volonté d'apparaître peut-être un peu plus moins fâché, moins vindicatif, plus collaborateur. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de militants conservateurs attendaient, entre des militants du Québec, qui disent toujours on a des meilleures idées, mais on ne sait pas les communiquer parce qu'on a trop l'air fâché tout le temps. Et j'ai déjà vu Pierre Poilievre beaucoup plus fâché, et je pense qu'il a coché la plupart des cases pour sa base, et il a peut-être entrouvert une porte pour le public canadien plus large, en se montrant peut-être plus
ouais, moins vindicatif, je dirais. Well, and we saw that not only when he talked about policy, saying that we will be collaborative, we are willing to help with, and underlying the fact that a lot of the policies the Liberals have been pursuing are things that Conservatives have been talking about for quite some time. You saw also the effect of referencing his children, referencing faith in that story about the recovering addict. Those little points which, to what you're saying, may humanize Pierre Poilievre. And because I do want to point out, when I've been speaking to the Conservative delegates here, they like the issues which he is standing by. They like the fact that he's acknowledging the struggle of young Canadians. They like the coalition that he has built. If they will concede anything, in not so many words, it's conceding that perhaps the tone has to change, and without connecting the dots, perhaps that change in tone is enough to build beyond the base that voted for them in the last federal election. So I think that's very interesting what you're pointing out, that there was this change of tone. Whether it is enough, whether it is broad-based enough to translate beyond this room and to touch people beyond this room, the proof will be in the pudding going forward. But of course, this is all setting up the vote that the delegates now go into, Marc-André, because they have, about 2 hours to essentially yay or nay their last postmortem in 2025 by deciding whether or not Pierre Poilievre is the guy to continue leading them. Exactement. Ils auront 2 heures pour se prononcer lors du vote et en fait, le résultat sera communiqué plus tard ce soir. Mais vraiment, on en parle, ça fait quelques jours maintenant, cette idée que M. Poilievre doit s'adresser à deux publics et je pense qu'on s'entend pour dire que ce message était clairement adressé principalement à la base conservatrice, même s'il y avait une certaine ouverture à l'ensemble du reste de la population canadienne. Il a quand même adressé la défaite lors des dernières élections fédérales. Il a reconnu qu'il y avait des manquements et que les circonscriptions, il a reconnu le travail des circonscriptions tout au long et il a en fait avoué qu'il doit faire plus pour leur donner plus d'autonomie. Il a aussi commenter les différents gains qu'ils ont fait justement parmi les jeunes, les travailleurs syndiqués. Donc, il y a quand même une bonne base sur laquelle ils peuvent aller de l'avant. Donc, je pense vraiment que c'est pour donner le coup d'envoi justement au vote qui aura lieu sous peu. Et ensuite, il faudra voir s'il y a davantage d'un pivot dans les prochains jours, une fois que cette question est derrière lui, pour voir si il y a vraiment un changement ou non. Mm-hmm. And it really, into that, the coalition that Pierre Poilievre has been able to build. It was his former communications director, Ben Woodenfinch, who essentially saying that, he has essentially called together people that feel they've been forgotten. And he referenced it in the speech that have not realized the promise of Canada, which he clearly blames on the Liberal government. And for all the popularity that Mark Carney still enjoys here, Nick, he clearly was pointing out how he, speaking of tone, that what we've seen in Mark Carney is not so much substantive change, but a change in tone when it comes to continuing Liberal governments. That's right. You can see a ballot question forming in that question. Has your life changed since Mark Carney came on the scene and said we have to move at speeds not seen in generations? There's a pretty good case to be made that in a number of policy files, the Liberals and Mark Carney haven't made a lot of change. And I think that speaks to this room. That might speak to a broader audience. But I also think that this room, as they go and vote now, so they face this uncomfortable truth. Poilievre made a joke a little bit on stage about how they've won all the policy debates. It was sort of like eventually everyone comes around. But guess what? The Liberals won the election. And Conservatives in that war room last year were frustrated. They would come over, talk to a journalist and say, Liberals are so good at winning. All they care about is winning. And so you can win all the policy debates you want, but this undertone throughout this weekend has been, look how well we performed in the election. Sandra Kobena talked about winning this Greater Toronto Area riding, a tight race. Absolutely. Conservatives won in uncommon places. But they didn't win the election, and that's something they're thinking about as they cast those ballots. Yeah, absolutely, and whether or not they can carry forward under Pierre Poilievre. Oui, Guillaume, là-dessus, justement, il y a quand même, les conservateurs ont quand même une base hyper motivée, très consolidée. Qu'est-ce qu'on doit penser, justement, de l'ouverture que M. Poilievre devra faire d'ici quelques semaines pour vraiment pouvoir aller chercher, rassembler des électeurs d'ailleurs au pays? C'est une bonne question parce qu'on dirait que même les conservateurs aime bien Mark Carney en ce moment. Oui, c'est ça. C'est que le problème, c'est que M. Poilievre, c'est pas une question d'idée, effectivement, c'est une question de ton. Et là, bon, on voit qu'il essaie un peu de changer le canal, mais c'est pas évident. M. Carney est extrêmement présent dans la scène sur toutes les tribunes. M. Poilievre manque un peu d'oxygène, j'ai l'impression. Et je ne sais pas honnêtement comment il va récupérer, comment il va être capable de trouver sa place, parce que parlant d'élections à venir,
M. Carney était tellement présent sur toutes les tribunes, au moment où on a des questions d'unité nationale avec Trump et tout ça, c'est extrêmement difficile pour n'importe quel parti d'opposition de se faire réellement entendre. Et jusqu'à présent, M. Carney, c'est vrai que, disons, c'est des grands chantiers qu'il veut faire. C'est pas demain matin qu'on va bâtir 4 millions de logements, etc. Donc, son défi à lui, ça va être de dire, j'ai un plan, mais ça va prendre du temps. Et effectivement, c'est très intéressant ce que Nick disait au sujet du fait que M. Poilievre, c'est peut-être une des façons de rentrer dans la brèche, c'est de dire ils ont volé nos idées, ils ne sont pas capables de les mettre en place ou pas suffisamment rapidement. Alors faites-nous confiance la prochaine fois. But, and let me pick up a little bit on that and a little bit of what you said earlier, too, because let's turn what we said on this Liberal Party, because he was underlining these promises the Liberals made in the last campaign, underlining the fact that we still haven't seen the fruition of these promises. And they keep saying that that's a promise, that's not a reality. And part of that has to go to the Liberal government because they have not really listed out their successes. They've listed out deals that they've signed, trade missions that they've taken on, people they've spoken to. But in terms of concrete action, primarily housing, if you think about the young crowd gathered here thinking they never can own a house, nature abhors a vacuum. If the Liberals are incapable of outlining to Canadians how their promises are translating into concrete action, well, that leaves them open, vulnerable to the Conservatives defining the lack of success of their policies. So I think that's something that I'll be watching for going forward here, because he was able to harness that in this room. Does he harness that beyond this room and beyond his Conservative base, Nick? The defining feature of this Liberal government right now seems to be memorandum of understanding, agreement in principle. I understand you. Accelerated negotiations, the kinds of things that perpetually lead to something. They haven't quite gotten there on most things. It's like that musical phenomenon where the tune always seems to be rising and the anxiety is always building, but it never really peaks. That's sort of the story of the Liberal government, and I think you're right that eventually, Mark Carney's calling this a new government. He continues to call it a new government. Eventually, it's not so new anymore. Mm-hmm. And somebody somewhere is going to start listening to Pierre Poilievre, who wasn't listening to him prior to this. Guillaume, c'est certain que pour l'instant, vous avez évoqué tout le contexte international. Et par international, j'entends surtout les sorties répétées de Donald Trump. Ça complique la vie de n'importe quel parti d'opposition de pouvoir opposer sans être perçu comme obstructionniste ou sans vraiment faire avancer des solutions concrètes. On a quand même l'impression que c'est clair que lors des dernières élections, c'était le moment pour M. Poilievre. Il était contre Justin Trudeau. La question se pose maintenant à savoir s'il peut changer la donne maintenant et toujours pareil comme l'homme de la situation, non? Bien, exactement. Quand les conservateurs disent que le contexte était particulier, que M. Carney est arrivé à la bonne place au bon moment avec l'effet Trump, etc., je veux bien, mais en même temps, il a quand même perdu puis une avance de 25 points et que à la fin de la journée, lorsque les Canadiens devaient choisir quel était l'homme de la situation, ils ont choisi quelqu'un d'autre que lui. Et ça va être il y a quelque chose qui relève du caractère, de la personnalité. Donc, c'est pas juste une question d'idée, là. Ou de l'expérience du vécu. Ou de l'expérience du vécu, etc. Donc, effectivement, la prochaine fois, quelle pourrait être cette brèche-là, je ne sais pas, mais effectivement, ça va être compliqué. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans la stratégie de ce soir, c'est toute la question des jeunes. C'est très intéressant, les jeunes, mais ils votent peu, ils votent pas toujours. Et les gens qui votent beaucoup en masse, c'est les boomers, les gens qui sont plus âgés. Et les gens plus âgés votent en masse pour M. Carney. C'est eux qui lui ont offert le pouvoir. Et puis, c'est peut-être ce qui manquait dans ce discours-là, outre le ton peut-être, c'est ce qui manquait peut-être, cette espèce de comment dire, je sais, manquait peut-être cet appel aux gens plus âgés ou qu'est-ce qu'il y avait pour monsieur, madame, tout le monde qui sont un peu des switchers, des libéraux, conservateurs. C'est sûr qu'ils s'adressaient à la base, mais effectivement, il va falloir qu'ils trouvent une façon de rejoindre monsieur, madame, tout le monde un peu plus âgés parce que les jeunes,
ça m'étonnerait qu'il lui donne le pouvoir. Can I add on to that, though? Because, if Donald Trump helped define the last election campaign of the choice that Canadians were making between essentially the two parties, Pierre Poilievre or Mark Carney, that helped Mark Carney and the Liberals in the last campaign. But Pierre Poilievre referenced it here in this speech. The next campaign, whenever that happens, whoever becomes prime minister will have to deal with the challenges of national unity, right? If the PK's government actually gets elected in October, which is the prediction at this moment in time, they're promising to bring about a referendum within the first mandate. We now have a petition effort here in Alberta to try to get a referendum question on Alberta independence. So whoever becomes the next prime minister after the next election, those are the challenges before them. And to that, Pierre Poilievre said, to people gathered here and to Canadians across the country, you will again have a country that respects your autonomy, your industry, and will deliver the hope that your hard work has earned in this country. So talk to us about how that may be the defining challenge, because Trump has not gone away, but it's almost like juggling a ball. You're now throwing Alberta separatism and Quebec separatism into the challenges facing the next. I'll ask both of you to add to that question. Ben, je pense que c'est une grosse partie de son défi, c'est surtout à M. Poilievre plus que M. Carney, parce que une bonne partie de sa base sont en faveur de l'indépendance de l'Alberta. Tous les conservateurs albertains ne sont pas indépendantistes, mais la plupart des indépendantistes sont conservateurs. Au niveau fédéral, votent pour le Parti conservateur. Donc, c'est quelque chose aussi c'est une autre difficulté pour M. Carney, parce qu'il faut qu'il démontre qu'il est capable d'unir tous les Canadiens, d'unir les Canadiens par rapport à Trump, d'unir son parti aussi, mais au sein de son parti, au sein de son mouvement, il y a des gens qui veulent briser ce parti, le pays. Alors, c'est une ligne très, très fine sur laquelle il doit marcher. Et ça doit vraiment pas être facile, honnêtement. Et puis, ce soir, je pense qu'il a quand même réussi là, en mettant le blâme sur les libéraux. C'est de leur faute s'ils ont attisé les mouvements souverainistes parce qu'ils ne respectent pas l'autonomie, ils ne respectent pas l'identité canadienne, etc., etc. Mais il en demeure pas moins que dans les yeux des Canadiens qui le regardent, il voit au sein de son parti des gens qui sont prêts à voter en faveur de la sécession de l'Alberta, par exemple. Nick? Oh, sorry. Oh, je voulais juste terminer en disant que ça lui donne un petit problème de crédibilité. Nick? I would just say, in this information environment where truth is contested in a lot of spaces, both online and in the real life, I don't know how Canada can properly prepare for two sovereignty debates at the same time, in addition to talking about Canadian sovereignty vis-a-vis the United States or any number of other hostile nations, on top of cost of living and all the daily either annoyances or outright, like deep-seated troubles people are facing. The kinds of things that Poilievre is talking about, looking at an empty fridge and wondering how you're going to fill it. Canada facing all of that simultaneously, I don't know how the country can do that in a way that is easy to define and play out. Ça risque d'être intéressant. On a mentionné les deux publics, évidemment, la base conservatrice, l'électorat le plus large. On pourrait dire qu'il y a un troisième public aussi pour ce discours, et ce serait son caucus. Parce qu'on sait que juste à l'hiver, au mois de décembre, il y a eu quand même 2 députés qui ont changé de camp, qui se sont rangés du côté des libéraux. Un troisième député conservateur qui a décidé de siéger comme indépendant avant d'éventuellement se retirer de la vie publique ici au fédéral. Comment est-ce que vous croyez que ce discours sera reçu par son caucus? Parce qu'en parlant avec des députés conservateurs, quand on leur demande de fermer la porte sur la possibilité d'autres députés transfuges, on ne semble pas trop vouloir s'aventurer sur ce terrain-là. C'est surtout le résultat qui va faire foi de tout. Si M. Poilievre obtient un peu moins de 80 %, ben là, je pense qu'il y a beaucoup de députés qui vont recommencer à se regarder et se dire « Ouais, mais là, est-ce qu'il est peut-être temps de changer, même si le contexte serait désastreux là, dans un gouvernement minoritaire, il peut y avoir une élection n'importe quand. » Donc, M. Poilievre, il faudrait attendre encore un peu, mais si M. Poilievre obtient un 87, 88, 90 %,
Je pense que ça va peut-être calmer un tout petit peu les troupes, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire pour avoir un meilleur lien avec ses députés, s'assurer qu'il n'y ait pas des députés qui traversent après avoir été dans un party de Noël, là, comme la dernière fois. Ça veut dire que ça démontre bien qu'il n'y a jamais rien de certain. Hein? Voilà. Okay, well, listen, we are running out of time very quickly, but I just want to thank both of you. Obviously, we're going to be following Marc-André the next couple of hours. No one's going to go to bed right away. We're promised we're promised results by email before midnight Mountain Time, so we are certainly staying by. But Nick and Guillaume, thank you for that. Thank you for joining us. And Marc-André, any last words from you before we say our goodbye? Non, comme vous le mentionnez, je pense que la nuit risque d'être encore assez longue. On va attendre ce résultat avec grande impatience et on aura beaucoup de quoi jaser demain, évidemment, avec le résultat. Okay, well, listen, we will be here again tomorrow live from Calgary as we continue our special coverage here on CPAC of the Conservative National Convention. I'm Michael Serapio. Ici Marc-André Cossette. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Thank you. Have a great evening.